Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr. Bonjour les vacances. Attention, c'est pas bon. Dites-moi. Notre invité est là. Il a fait non, c'est bon. Ah là, c'est bon. Merci Glaudioman. Alors Glaudioman, à toi l'épée, puisque Eurial n'est pas là. À toi l'épée de la modération. D'ailleurs, j'ai fait une connerie. J'ai mis que les gens ne pouvaient parler que s'ils étaient dans le chat ici, que s'ils étaient followers depuis une semaine, ce qui est un peu abusé. Si tu pouvais régler ce truc-là à 10 minutes, ce serait génial. Bonjour à tout le monde. Nous sommes en théorie en vacances et vlati pas que un des meilleurs quotidiens, si ce n'est le meilleur, l'Humanité a sorti vendredi dernier un scoop assez démentiel. Et je me suis dit, ça serait quand même bien qu'on en parle. Bonjour tout le monde. Ce serait bien qu'on en parle. Et le scoop, c'est autour du projet Périclès, dont vous avez sans doute entendu parler, dont on va parler largement pendant 1 heure ce soir, avec celui qui l'a révélé, Thomas Lemayeux, qui travaille à l'Humanité et qui a fait le petit tour de ses camarades qui sont en plein bouclage pour voir s'ils pouvaient faire ce petit duplex. Voilà, s'ils pouvaient faire ce petit duplex, on ne t'entend pas encore. Ça y est, on t'entend Thomas. Comment vas-tu? Très bien, bonsoir à tous, bonsoir David, bonsoir. Est-ce que ça marche là? Tout marche bien? Oui. J'ai l'impression que ça marche bien. On va attendre les retours. Ah, il faut que j'enlève la musique. On va attendre des retours. Du chat. Il y a un petit peu d'écho. Alors, vive les Smartbox. Oui, bien sûr, vive les Smartbox. Nous allons largement en parler. Je fais une petite introduction. 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années pour mettre en avant les valeurs clés de l'extrême droite, servir et sauver la France. Le projet secret Périclès fixe les ambitions du croisé Pierre-Édouard Stérin pour porter Le Pen au pouvoir. Catholique traditionnaliste, proche de la droite et de l'extrême droite française, Stérin est un entrepreneur et est un milliardaire français. Sa fortune est estimée à 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire à peu près le fonds de roulement de Poste. Il a fait fortune avec les coffrets cadeaux Smartbox, on va en parler. Et on va causer de tout ça avec le journaliste Thomas Lemayeux. On dit bien Lemayeux, c'est comme ça? Ou Lemayeux, comment on dit? Oui, Lemayeux, c'est très bien. Lemayeux, de l'Humanité, qui a révélé le plan Périclès. De quoi s'agit-il? En quoi ça raconte notre époque? Quelles sont les conséquences de ces révélations? Alors, mon cher Mathieu, mon cher Thomas, pardon, je ne vais pas te demander comment tu as eu ce scoop, mais je vais te demander comment tu vis depuis vendredi. Ce scoop a été repris absolument partout, Le Monde, Mediapart, Le Figaro, Libération. En règle générale, dans un secteur aussi concurrentiel que la presse, on ne reprend pas autant un scoop. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis vendredi? Eh ben, c'est vrai que moi j'assiste en fait finalement un peu comme tout le monde au fait que la révélation de ce plan de Pierre-Édouard Stérin intéresse manifestement. Elle est manifestement d'intérêt public, d'un intérêt public assez marqué. Effectivement, le fait de voir beaucoup de reprises et de prolongements par des journaux voilà, qui sont des concurrents, si on veut, mais qui sont aussi des acteurs de la vie évidemment démocratique. Enfin, ça me réjouit de voir que voilà, on a réussi quelque part à faire sortir du bois Pierre-Édouard Stérin, qui était quand même extrêmement enfin, qui a toujours contesté ces derniers mois, en dépit de révélations qui étaient déjà quand même assez problématiques pour lui sur son projet. Hein. Enfin, je veux dire, on a d'autres journaux avant nous ont évidemment révélé, par exemple, que des proches de Pierre-Édouard Stérin avaient fait des offres de services à Éric Ciotti pour trouver des candidats pour les législatives, pour le compte des LR-RN.
on a révélé que Pierre-Édouard Stérin avait, avec son bras droit, François Durvy, racheté via une société civile immobilière une demeure familiale des Le Pen avec une plus-value assez intéressante à la clé pour la famille Le Pen. Alors que Marine Le Pen avait justement précisé que elle valait rien cette bicoque, mais ils ont réussi à la vendre 2,5 millions. C'est Montre-tout, c'est celui-là ou c'est autre chose? Non, je crois que c'est autre chose. C'est à Rueil-Malmaison. Je crois que c'est autre chose. Moi, j'ai pas retravaillé là-dessus, donc je j'ai pas d'éléments plus précis. Mais on a tous vu aussi François Durvy dans l'entourage, dans le cercle le plus étroit autour de Jordan Bardella le 9 juin, le soir des Européennes. Et on sait par ailleurs on sait par la presse, par les révélations précédentes qu'il figure parmi les Horaces qui ont conseillé Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle. Donc tout ça, toutes ces révélations se sont succédées et Pierre-Édouard Stérin pouvait continuer comme il l'a fait le 7 juillet dans les colonnes du très accueillant JDD pour lui, pouvait continuer de dire que tout ça, c'était une fable. Il y avait une fable d'un milliardaire qui prétendait vouloir se mêler de politique à droite et à l'extrême droite. C'était une fable pour vendre du papier qu'il disait texto, en fait. Il a dit texto qu'il n'avançait pas de pion, qu'il ne manœuvrait pas et qu'il n'avait pas d'agenda politique. Et donc, évidemment, la révélation qu'on a pu faire vendredi d'un plan condensé, noir sur blanc, avec des objectifs décrits dans leur langue, enfin dans la langue de ces gens-là, disons. C'est quand même diablement intéressant. Et moi, je me réjouis de voir que ça circule, que ce soit massivement partagé et lu. Voilà. Ok. Alors, je précise aux gens qui viennent d'arriver par un raid. J'ai pas vu le raider, mais merci beaucoup. Le principe du raid, Thomas, c'est quelqu'un qui arrête son émission, qui l'envoie ailleurs. L'article date sur une autre chaîne, et c'est le cas, donc bienvenue aux raiders et aux raideuses. L'article date de vendredi dernier. Il a été publié dans l'Humanité. Il circule beaucoup. Il y avait 2 papiers. Il y avait un papier d'analyse et un papier avec des documents, justement le fameux document qui met noir sur blanc comment dirais-je, la stratégie de Stérin. Alors, avant de parler de la stratégie, je redonne juste le nom. Périclès, ça veut dire, c'est un acronyme pour dire patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Il faut peut-être que je coupe ton micro quand tu parles pas parce qu'il y a un petit parasite en fait, ou toi si tu peux le couper, je sais pas. Voilà, ça c'est le nom du voilà, merci beaucoup. C'est le nom du projet. Tu as eu accès à un document de plusieurs pages, un document interne. J'aimerais, avant qu'on rentre dans les détails de ce document qui est à la fois glaçant et qui fait sourire par certains moments par une espèce de parano qui s'en dégage, mais qui fait moins sourire quand on sait qu'il y a 150 millions à la clé sur plusieurs années. Je voudrais simplement que tu nous parles précisément d'abord de Pierre-Édouard Stérin, oui, ouais, c'est ça, Pierre-Édouard Stérin, parce que le chat dit « Ah, c'est pas lui qui devait racheter Marianne », il se trouve que non, il ne le rachète pas. Vas-y, à toi l'antenne. Oui, c'est ça. Peut-être on peut présenter rapidement Pierre-Édouard Stérin, qui effectivement était un personnage pas excessivement connu ces dernières années, mais qui a commencé à se faire connaître, je dirais, depuis 1 an ou 2. Alors, il est très connu, c'est quelqu'un qui est très connu, je pense, mais moi, c'est pas ma spécialité, mais dans le secteur de la tech, comme on dit, ouais. Des startups, parce que c'est un énorme business angel français. Je crois qu'il est souvent, au palmarès des business angels, il est souvent le premier, quoi, même devant quelqu'un comme Xavier Niel. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans le secteur des startups, de la tech. Il est le propriétaire
de Smartbox, hein, comme on l'a déjà dit, peut-être on y reviendra. Il a été, je crois, mais je ne sais pas s'il Alors, est encore. C'est Smartbox qui a fait sa fortune, c'est ça ou pas? Voilà. Oui, Smartbox. Enfin, moi, j'ai pas le détail de sa fortune, mais Smartbox, les dividendes versés par Smartbox, dont il a délocalisé le siège en Irlande comme il se doit, pour diminuer l'impôt. Les dividendes de Smartbox ont sans doute massivement gonflé son patrimoine personnel et surtout les résultats de son groupe, de son fonds d'investissement qui s'appelle Otium Capital, donc avec lequel il est extrêmement actif. Il investit dans beaucoup d'entreprises, un peu dans tous les secteurs. Il est toujours en train d'inventer des choses, enfin, ou de récupérer plutôt évidemment des projets. Enfin, je discutais aujourd'hui je travaillais aujourd'hui avec un collègue. On est allé un petit peu interroger, ce sera dans l'UMA de demain, on est allé interroger quelques personnalités de droite qui sont dans cette affaire, et on a notamment eu le maire de Cannes qui réfute l'idée qu'il aurait des contacts avec Pierre-Édouard Sterrin, mais le seul contact qu'il aurait eu avec lui, c'est pour construire une espèce de fusée, un modèle de fusée à la Tintin à Cannes. Enfin, c'est pour dire un peu le caractère un peu folklorique aussi parfois du personnage. Je peux pas te répondre là. Voilà, Alors, un peu folklorique. On précise donc que ce gars, il est né en Normandie, il a 50 ans, il est exilé fiscal en Belgique comme il se doit, et le chat ne manque pas effectivement de sourire devant le fait que le patriote, en l'espèce, soit un exilé fiscal. Bon. Oui, c'est ça. Moi, je vous conseille, enfin, je veux dire, pour tous les amateurs, je conseille aux amateurs de retrouver les articles de la presse belge d'il y a quelques années. En fait, il s'est exilé en Belgique en 2012 pour échapper aux perspectives de bolchevisme ouvertes avec la présidence de François Hollande. Échapper évidemment à l'impôt en le revendiquant, en disant très explicitement qu'il refusait de payer l'impôt. Et il y a eu dans la presse belge à cette époque-là des portraits du couple Sterrin qui sont assez, un peu comiques, finalement assez belges. Je dis ça en tant que moi je suis moi-même à moitié belge, donc je me permets de le dire. Un peu surréaliste sur le fait que ils allaient trouver ils voulaient s'intégrer dans Belgique, rencontrer des gens, mais finalement ils étaient bien déçus de ne pas trouver les boudins truffés, les canettes qu'ils pouvaient trouver chez leur boucher dans les usines. Donc finalement, ils ont été un peu déçus. Mais lui s'est exilé et pour des raisons fiscales revendiquées et en disant que ce qu'il pouvait escamoter à l'impôt, en fait, il comptait parce que c'est une dimension très importante du personnage, il comptait le rétrocéder, le renvoyer par le biais de la philanthropie aux causes qu'il choisissait. C'est-à-dire qu'il refuse évidemment l'idée que l'impôt soit, au fond, qu'on décide d'octroyer vers les causes décidées démocratiquement le fruit de l'impôt. Il se définit au fond une forme de toute puissance comme un milliardaire qui choisit les causes qu'il veut défendre et les causes qu'il défend à travers dans un écosystème qui est celui du bien commun. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il il a un fonds d'investissement qui s'appelle Otium Capital, mais il a aussi un fonds qui s'appelle le fonds du bien commun, qui est celui par lequel il est censé dilapider, parce que c'est son ambition déclarée, sa fortune. Donc pour verser de l'argent à des causes qui servent les causes les plus réactionnaires, quoi, les anti-IVG, l'école privée. Je veux dire, il a le fond du bien commun. Il a cofondé ce qui existe sous le nom de Nuits du bien commun, qui sont. Moi, j'avais fait une enquête précédente l'hiver dernier, j'étais allé à l'Olympia suivre une nuit du bien commun. C'est une grande soirée où des mécènes, en quelque sorte, font des enchères pour
verser de l'argent à des projets dûment sélectionnés et qui sont quand même, pas tous, mais beaucoup sont quand même liés à, à des restes de mouvements très conservateurs, ex-manif pour tous, ce genre de choses, quoi. C'est souvent voilà, école privée, ce genre. Otium Capital, c'est donc ce fonds d'investissement dont tu viens de parler. Le directeur général, c'est François Durvy, dont tu as également parlé, qui est apparu, je le redis parce que je ne sais pas si on l'a bien compris tout à l'heure, il est apparu publiquement lors de la soirée électorale du Rassemblement national dans le carré des VIP le 9 juin. Donc c'est l'adjoint hein, de Sterrin. Il donne des conseils à Bardella, à Marine Le Pen, et on verra tout à l'heure un graphique que tu as révélé. Ceux-là sont tout en haut à la fois de la cible et sont désignés comme des amis finalement, hein, comme ceux qui ont leur oreille la plus grande. Je précise aussi que Sterrin finance le média en ligne Néo et la chaîne qui est d'extrême droite factuelle, ainsi que il est au capital de Crayon, qui est un YouTuber, enfin une chaîne YouTube d'extrême droite. Ça, c'est pour siffler les choses. Alors, il se trouve que ce Sterrin, tu l'as eu au téléphone ou tu l'as vu, je ne sais pas. En tout cas, tu lui as parlé puisque il te parle dans l'article et on va y venir. Mais à mon avis, quand tu lui as parlé, tu lui as mis la puce à l'oreille. Donc 2 jours avant, il essaie dans le Figaro de te squeezer ton scoop. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il va écrire une tribune dans le Figaro où il va un petit peu se déshabiller, expliquer qui il est. Je vais juste citer un petit passage. Ça nous met dans le bain. C'est le tissu des associations culturelles de gauche, ce sont les collectifs d'artistes engagés, ce sont les think tanks, les intellectuels, les instituts de formation et, comme on l'a vu récemment, les institutions comme Sciences Po qui fabriquent la bien-pensance de gauche. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'était ce qu'il disait avant. Il y a en France une fabrique des cerveaux de gauche très efficace et c'est contre elle que nous voulons lutter avec Périclès. Est-ce que comme le dit Thomas Legrand dans Libération, qui avait lu Le Figaro, qui le traite de parano, est-ce que Sterrin est si paranoïaque que ça, au fond? Ah oui, ça je sais pas, mais c'est vrai il est obnubilé. Effectivement, il considère, enfin dans les réponses qu'il nous a faites, dans la perspective de l'enquête, en fait, il considère que c'est quand même incroyable. La France est à droite toute, à l'extrême droite même. Et il considère que là, avec le résultat des législatives, il pourrait y avoir un gouvernement de gauche et ce serait quand même incroyable. Et du coup, nous dit-il, ça le pousse à accélérer, ça le pousse à cette période, effectivement, le titi, ce qui n'a rien de surprenant. On avait vu, c'est vrai qu'on voit que ce qui s'est dessiné dans la campagne pour les législatives pouvait effectivement coïncide assez parfaitement quand même avec le projet d'union des droites, etc. Alors sur le Figaro, effectivement, nous on l'a approché quelques jours plus tôt. Effectivement, on est assez persuadé, on n'a pas la preuve, hein, mais oui, bien sûr. Il a provoqué cette tribune dans le Figaro. Il a par ailleurs, en plus de ça, nous on était en train, le journal forcément il sort sur papier le vendredi, mais il sort évidemment dès la veille au soir sur le net, et on était en train de peaufiner la publication en ligne quand on nous a alerté sur le fait que le JDD avait miraculeusement découvert ce plan secret ultra confidentiel de Sterrin, qui ont publié des extraits à ce moment-là, c'est-à-dire quelques minutes avant nous. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas du tout ce qui était recherché, parce que la version du JDD a été passablement édulcorée en fait. Ouais. Elle a évidemment été retravaillée et elle ne contient pas les éléments financier, je crois, le détail et surtout tout, peut-être on y viendra tout à l'heure, mais le détail de chacun des projets organiques. Mais voilà, c'est vrai que on a assisté à une opération de contre-feu, une tentative de contre-feu. Nous, la tentative la plus directe, elle a été sur le fait
que Sterrin nous a fait dire que si on publiait le projet, Voilà. des extraits du projet. J'allais y venir. Oui. Je te coupe, je te laisse. Non, vas-y. Non, c'est-à-dire que si on publiait donc des extraits ou le projet, enfin, je veux dire, si on parlait du projet finalement, on se rendrait coupable, selon lui, de divulgation du secret des affaires et qu'on serait donc potentiellement des cibles de poursuite, quoi. Oui, et alors en relisant ton enquête tout à l'heure pour bien préparer l'émission, je suis retombé effectivement sur ce passage, qui est la chute du papier, où il y a cette menace, mais en même temps, je trouve que c'est un aveu, que ce monsieur te dise le droit des affaires, qu'il t'oppose le droit des affaires, c'est-à-dire que au fond, c'est un business. Enfin, tu vois, je le lis comme ça, non ? Absolument, c'est très frappant. C'est vrai que c'est un projet politique, enfin c'est un projet qui est très nettement politique, enfin je veux dire avec bien sûr des dimensions. C'est vrai qu'il y a peut-être, ce sont dans le projet, il est question à un moment de l'idée de racheter un institut de sondage pour élaborer des baromètres de l'opinion des Français sur l'immigration, sur l'extrême gauche, sur l'islam, sur tous les sujets qui sont des sujets phares pour cette mouvance. Et donc ça, c'est vrai que ce serait un plan d'affaires. Disons que l'idée de racheter après, ce ne sont pas les détails. On ne nous dit pas quel institut de sondage, quel prix, ce genre de choses. Donc c'est tout à fait ridicule. Mais c'est vrai que l'approche, c'est très saisissant de constater à travers ce document, et je pense que c'est une des valeurs de ce document et du coup de sa révélation, c'est de montrer dans quelle langue et dans quel type d'esprit, d'approche ces gens font de la politique, c'est-à-dire ils font un business plan, enfin une forme de business plan ou de PowerPoint ou qui ressemble à un projet d'un département dans une entreprise ou dans un projet de start-up. C'est pas aussi détaillé, mais il parle de politique comme d'un marché. Enfin, je veux dire, moi j'ai été frappé et je me réjouis. Ça fait aussi partie de ce qui me réjouit dans les reprises qu'il y a eu derrière, c'est que on a pu lire dans Le Monde, par exemple, que François Durgy trouvait que le document que nous révélions manifestait un peu l'optimisme démesuré de Pierre-Édouard Sterrin, mais qu'en fait il avait quand même raison. Donc c'est une manière de minimiser la valeur la portée du document, mais qu'en fait il avait quand même raison, et que ce qu'il faudrait, c'est créer un espèce de McKinsey pour les droites, quoi. Ouais, pour les droites. Oui, mais comme Ouais. s'il y avait un McKinsey de gauche. Enfin bon, et là, je mets donc dans le papier, je surligne le passage, effectivement, le baromètre. Donc ça, c'est principaux projets organiques. Le baromètre, ça c'est le côté victoire idéologique. Un observatoire indépendant et scientifique qui mesure objectivement l'état du pays sur des sujets sociétaux, par exemple lien social-familial, sécurité, criminalité, démographie, souveraineté économique, culture, et diffuse massivement ces résultats pour toucher toute la population française et remettre au cœur du débat les bons chiffres sur les sujets qui comptent. Et très souvent, l'extrême gauche revient. Est-ce que tu en sais plus sur ce qu'ils appellent l'extrême gauche ou pas? Non, enfin, alors moi, j'ai une intuition, c'est que l'extrême gauche, c'est toute la gauche, enfin tout ce qu'on peut appeler la gauche, y compris évidemment, enfin toute la gauche, quoi, vraiment la gauche, voire le centre gauche. Et cette intuition, en fait, je sais pas, j'y pensais. En fait, un des personnages dont on n'a pas cité le nom, enfin, je veux dire, une des personnes qui est dans le projet Périclès, qui a été recruté pour ça, c'est un jeune intellectuel, éditocrate, je dirais. Enfin, on peut discuter, mais quelqu'un qui gravite un peu dans la mouvance de l'Institut de formation politique, qui est une école qui sert un peu de carrefour à tous ces courants de l'Union des droites depuis 2 décennies, mais qui s'est beaucoup renforcé ces dernières années. Je peux donner son nom, c'est en fait un gars qui s'appelle Pierre Valentin, qui est le responsable idée, enfin qui était dans le document plutôt à l'époque présenté comme le responsable idée
de Périclès. Il vient de lancer, lui, une chaîne YouTube. Alors, je pense pas qu'il ait fait de raid sur Au Poste. Non, je suis pas sûr, mais qui s'appelle Transmission, je crois. Il l'a lancé lundi dernier. Hein, oui, il y a une semaine, lundi dernier. Quelques jours avant la publication de notre enquête. Et son premier invité était Marcel Gauchet. Ouais. Et qui était interrogé sur tout et n'importe quoi, et qui disait notamment que lui, il considérait qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre Mélenchon et Macron, ce qui en revers, disons, en contrepoint, à front renversé, dit quand même qu'il se place dans le camp des autres qui seraient eux tous rassemblés. Et du coup, Pierre Valentin, lui, disait, il trouvait très, très, intelligent de dire qu'il avait il avait pensé, en voyant le nouveau Front populaire, qu'il y aurait une alliance de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Donc je pense que ce qu'ils appellent l'extrême gauche peut être extrêmement large. Petite précision quand même sur Édouard Philippe. Édouard Philippe est une des personnes alors on ne réussit pas à le faire réagir, mais qui est souvent pointé par Sterin comme un de ses visiteurs, enfin comme quelqu'un qui l'a visité une fois ou deux en tout cas. Et évidemment, Sterin l'utilise comme pour ne pas se laver un petit peu du fait d'être complètement au RN, proche du RN, tout ça. Et donc il utilise un peu Édouard Philippe comme quelqu'un qui pourrait potentiellement rentrer dans son projet. C'est pas le cas. Il est aujourd'hui, Édouard Philippe, il est dans le document, tu as dû voir, vous avez dû voir, voilà, il y a ce tableau avec les personnalités visées en fonction de critères. Alors je dézoome un petit peu pour qu'on comprenne en fait. Je vais rezoomer quand même pour qu'on comprenne. Voilà, en bas à gauche, il y a écrit pas de relation activable à date. On voit Sarkozy, on voit Larcher, on voit Zemmour, on voit Chenoux et effectivement on voit Édouard Philippe sur la droite. La colonne, la rangée de dessus, c'est relations activables via accès. Ensuite, relations actives, mais pas de réelle influence. c'est genre, on les connaît, mais ils servent à rien. Et j'exagère. Mais bon, non, mais c'est vrai que la façon de cataloguer les gens, c'est quand même assez violent. Et relations de confiance, influence réelle. Et donc là, on voit qu'à Reconquête, il y a, comment il s'appelle, Stéphane Ravier, je pense. Et au Rassemblement National, comme je le disais tout à l'heure, Bardella et Le Pen, qui sont donc situés tout en haut. Oui, c'est ça. Oui, en fait, là, du coup, j'avais fini mon développement sur Édouard Philippe, mais je sais pas s'il y a Fillon qui est dans le Alors, parce que Fillon, je crois que c'est toi qui l'as interviewé. Tout à fait. Et il vous dit un truc assez drôle qui ramène d'ailleurs à une question du chat de FKM qui demande mais quand est-ce que Sterin va racheter l'humanité, en disant c'est ça la vraie question. Voilà. Fillon, il a de l'humour, je trouve. Il te dit un truc. Oui, alors c'est vrai que Fillon, nous on a appris que il avait été associé. On nous disait qu'il était associé à Périclès, pour le dire de manière un peu directe. Ouais. Du coup, on l'a sollicité, puisque effectivement lui. Voilà, on avait besoin d'avoir son voilà, c'est son éclairage. Et effectivement, alors il nous dit quelque chose. C'est vrai que sa réponse nous a un peu beaucoup intéressé. Il nous dit que grosso modo, il est retiré de la vie politique. Il n'a plus aucun rôle politique, ni associatif, ni politique. Enfin, d'ailleurs, on a eu beaucoup de réactions comme ça de pas mal de gens qu'on a interrogés. Finalement, on a rencontré tout un tas de gens dont on nous dit qu'ils frayent dans ce milieu-là, mais que dès qu'on leur pose la question, ils nous disent qu'ils sont tous retirés de la vie politique et que ça les intéresse pas. Donc c'est un peu, voilà. Mais donc Fillon nous dit, moi je ne fais plus de politique. J'ai rencontré Pierre-Édouard Sterin, il m'a présenté son cercle de réflexion, mais je n'y participe pas. Donc dont acte. Mais nous dit-il, il nous dit. Et ça c'est drôle. Voilà, c'est ça c'est effectivement très, 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 très drôle. Il nous dit, en revanche, moi, je ne vais pas reprocher à quelqu'un de faire du travail idéologique à droite, enfin pour la droite.
Et c'est surtout pas à l'humanité qu'on va nous reprocher ça avec les écoles, le travail idéologique et les écoles de cadre du parti, faisant là une référence au passé glorieux du Parti communiste français en la matière. Je pense que c'est un clin d'œil. C'est vrai qu'il c'était assez piquant de sa part, disons. Enfin, je pense que, mais par ailleurs, ça dit des choses aussi de travail, enfin, sans faire un décalage. On sait que la question de l'hégémonie culturelle, le gramscisme, c'est Gramsci, c'est donc les communistes, et évidemment la captation, le piratage, le détournement de Gramsci depuis des décennies par la droite, par l'extrême droite dans toutes ses dimensions, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc le fait qu'il rende cet hommage, en fait, cette espèce d'hommage du vice à la vertu, c'est ça. Est quand même assez piquant, quoi. Alors, le graphique, il est en accès libre dans l'UMA, voilà, donc vous pouvez le trombinoscope, vous pouvez le trouver, il y a plusieurs papiers dans l'UMA, et celui-ci fait partie des papiers en accès libre, et il y a des papiers en accès libre parce qu'il y a des abonnés à l'UMA, et Au Poste en fait partie, n'oubliez pas. Alors, il y a 3 pôles, il y a la victoire idéologique, il y a la victoire électorale, et il y a la victoire politique. Ça, c'est les 3 objectifs, puisque c'est vraiment fait comme un truc d'école de commerce. La victoire idéologique, c'est rendre nos idées majoritaires dès maintenant, promouvoir nos idées de façon claire, augmentée, argumentée et cohérente. Et donc là, c'est de la production intellectuelle, des réseaux sociaux, des médias. Et la victoire électorale, c'est faire la différence lors des élections d'ici à 2 ans. Votre document date de 2023. Identifier les élections prioritaires, etc. Et on vient de le dire, mais c'est extrêmement important, former au combat électoral ces candidats. Alors évidemment, ça résonne particulièrement avec ce qu'on a vu d'une partie des candidats, notamment du Rassemblement national, qui étaient envoyés au casse-pipe sans aucune formation, incapables de répondre. Enfin, il y avait un côté pathétique, sans méchanceté, quoi. Voilà. Donc là, c'est bien compris. En gros, il faut former. Tu vas nous dire combien de gens, et ensuite la victoire politique, permettre l'exercice réussi du pouvoir dès la prochaine échéance, sous-entendu les grandes échéances, et fournir une réserve d'hommes de pouvoir prêts à servir à tous les postes clés, cabinets, structures parapubliques, haute administration, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens se disent, il y a un manque, on va le combler, on va le financer, on parlera de pognon, c'est 150 millions sur 10 ans, ça fait à peu près donc 15 millions par an. Est-ce que sur ces 3 pôles, tu veux ajouter quelque chose, Thomas, qui te semble important ? Ben non, là tu as lu effectivement, c'est vrai que c'est assez saisissant de voir l'articulation que font les promoteurs de Périclès entre victoire idéologique, politique et électorale, effectivement. Et après, ce que tu viens de lire est effectivement décliné et incarné, enfin en tout cas est censé être pris en charge par certains des projets organiques qui développent. Tu disais combien de candidats ils veulent former en vue des municipales de 2026. Je crois que d'après, il y a une espèce de tableau, un rétro-planning en fait dans ce plan. Évidemment, on l'a peut-être pas mis en. Enfin, je crois qu'il n'est pas en accès libre. Mais le but, c'est d'en former à l'échéance 2025, d'avoir formé plus de 2000 candidats. C'est ça. Potentiellement maire, quoi. Formé à l'école, oui. qui serait créée. Donc ça fait partie. Alors en même temps, comme dans les écoles de commerce, enfin comme dans les trucs tout est prioritaire. Hein. Mais alors, on pourrait dire tout ça est presque un peu classique, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus actuelles, me semble-t-il, beaucoup plus modernes. Alors évidemment, il y a la question des réseaux sociaux, mais il y a surtout la guérilla juridique. Et ça, c'est quelque chose qui me fait flipper, hein, pour être tout à fait honnête. Qu'est-ce qu'ils entendent par guérilla juridique ? Oui, alors ça, c'est vrai que moi aussi, je suis comme toi. Ah, ça y est. Alors avant la guérilla juridique, on a la guérilla technique. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est bon, c'est reparti. Hop.
On n'a plus le son, on n'a plus le son, on n'a plus le son. Attends, je vais regarder si c'est de mon côté, mais je pense pas. Non. Ça vient de chez toi, il y a un truc qui a dû... Si tu veux, tu peux te reconnecter. Là, je t'entends pas. Je t'entends pas et vraiment, ça vient de chez toi. C'est la guérilla sonore. Voilà, je pense qu'il va se reconnecter. Merci infiniment à Eurial. Je pensais qu'Eurial était en vacances hors ordi et puis voilà qu'elle déboule. Je sais même pas comment elle sait qu'on est en ligne. Eurial, j'ai fait mon premier message dans le chat, c'est bonjour les humains, comme dit Eurial. Voilà. Ah, voilà que Thomas revient. Attends, ça devrait aller. Hop. Est-ce que ça marche? Ça va mieux. Vous m'entendez Ouais, là ou pas? ouais, c'est bon, là, c'est bon. Ouais. Ok. Alors, on était sur la guérilla. On était sur la guérilla. Ouais. On était sur la guérilla juridique. Pardon. Je t'en prie. Oui, donc je disais, c'est quelque chose qui peut nous effrayer l'un comme l'autre. Je pense qu'en tant que professionnel des médias, journaliste, je veux dire, évidemment, on est sans doute aussi des cibles potentielles dans ce genre de projet. Le projet tel qu'il est défini dans le cadre de Périclès, c'est le but, c'est de faire ce qu'ils appellent du contentieux stratégique, alors avec des leviers judiciaires et juridiques, médiatiques, contre l'islamisme. Alors l'islamisme, ils ont sans doute une conception extrêmement étendue de ce que serait l'islamisme, l'immigration, les attaques, ce qu'ils appellent les attaques à la liberté d'expression. Alors ça, on peut dire que c'est bien, vive la liberté d'expression, mais c'est leur liberté d'expression et donc pas la nôtre. Et la théorie du genre, théorie évidemment entre guillemets, c'est-à-dire donc ça dit quand même ça dit clairement. Oui. Je crois que en fait ce projet a déjà été, pour le coup, ce projet est lancé en fait. Il est lancé en partenariat avec et endossé jusque-là d'ailleurs, puisque Périclès n'était pas connu sur la place publique, il était endossé jusque-là par l'Institut Thomas More, qui est un think tank franco-belge, et donc le but est oui encore et donc le comment dire le responsable de cette division de guérilla juridique, c'est un avocat belge qui s'appelle Émeric Delamotte, qui a l'air de venir beaucoup en France pour le moment. C'est aussi un invité, c'est quelqu'un qui contribue de temps en temps à Figaro Vox, enfin au Figaro, ce genre de choses, toujours pour en Belgique, il a monté, je crois que sa première attaque a été contre un musée un musée colonial, en tout cas parlons du colonialisme, qui à ses yeux s'en prenait aux forces armées belges qui avaient à des commandos belges qui avaient commis des crimes évidemment sans doute au Congo belge. Enfin là, je n'ai pas tous les détails, mais grosso modo, une de ses premières actions a été d'attaquer les responsables du musée pour faire changer des cartels en fait. Voilà. C'est quelqu'un le collectif, il défend. Dans le collectif, il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers jours à cause d'un tweet assez choquant. Alors Thomas de Montbrial. Thibaut de Montbrial. Thibaut de Montbrial. Ouais. Voilà, donc bon, je pense que beaucoup de gens ont vu ce tweet un peu. Alors c'est très important parce que Thibaut de Montbrial, c'est un avocat, un des 2-3 avocats spécialisés dans la défense des policiers, des flics. C'est pas le plus mauvais. Pour être honnête, c'est pas le plus mauvais des avocats de la police. Et il a été candidat malheureux en 2022 sous l'étiquette LR. C'est un proche également de Valérie Pécresse de la région Île-de-France. Donc ce qu'on voit très bien à travers le document que tu révèles, c'est que effectivement l'union des droites, elle est déjà faite en réalité. C'est-à-dire que tout ça, tout ça existe, tout ça se côtoie. Et
Et le document que tu révèles précise que par rapport à cette idée de guérilla juridique, hein, c'est quand même le terme utilisé à travers donc le collectif Justicia, il y a eu 20 procédures étudiées, dont 9 lancées. Et même, ça je crois qu'on a coupé dans la version publiée, mais il y a 4 précontentieuses sur les 9, 4 sont au stade précontentieux et 5 sont en contentieux, pour la précision. Le but de ce truc, effectivement, et les objectifs qu'ils se donnent, c'est de industrialiser les procédures, comme ils disent. Ça veut dire quand même, on peut entendre aussi quand même, je pense légitimement, derrière cet appel à industrialiser des procédures de contentieux stratégiques, des volontés de harcèlement judiciaire, des possibilités en tout cas d'aller chercher des gens en particulier, et donc passer vraiment à une échelle très très importante. Et l'objectif qu'il se donnait l'année dernière, c'était une 40aine de procédures par an à terme, quoi. Donc c'est un projet effectivement très très problématique, quoi, à nos yeux aussi. Alors, il y a ce collectif de guérilla juridique, mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Est-ce que finalement, ils ne sont pas parfois dans une idée d'essayer de faire ce que la gauche peut faire depuis très longtemps, à travers des associations, évidemment dans une finalité qui est tout autre, et ça change absolument tout. Mais est-ce que, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont extrêmement modernes, ou est-ce que finalement ils répliquent avec beaucoup plus de moyens, certes, mais finalement de la même manière? Tu vois, la guérilla juridique, elle est aussi portée par des associations humanitaires, par des ONG, et on les soutient régulièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie, en dehors de la finalité? Et le pognon. C'est tout à fait vrai. Je pense que tu as complètement raison. Et tu citais la tribune de Sterrin dans le Figaro, où finalement on sent qu'il exagère, je pense, la puissance, malheureusement, il exagère notre puissance, oui. Disons dans la gauche, ce qu'il appelle la gauche des déconstructeurs, etc. Et bon, je pense qu'il a une présentation qui est destinée sans doute à mobiliser son camp, donc il est obligé de donner beaucoup d'importance, de nous donner plus d'importance peut-être qu'on en a, mais sans doute effectivement c'est tout à fait probable qu'il s'inspire de techniques qui peuvent exister, qui ont pu être développées dans les mouvements sociaux, dans les associations, je sais pas, d'agit-prop, je veux dire dans les, puisque tu parlais du fait que Thibault de Montréal est l'avocat de beaucoup de policiers, effectivement, peut-être dans les legal teams, en quelque sorte, même si c'est plus en défense, évidemment, contre des violences policières, je sais pas si on est là, il y a un but quand même. Peut-être le but, une des différences, je pense, c'est vrai que ça rapproche. En fait, en le disant, je me dis, c'est vrai que c'est proche. Le but est aussi de faire changer les lois dans leur sens. Et c'est vrai qu'on peut quand même imaginer qu'ils ont plus de moyens. Alors, ils n'ont pas forcément les moyens, comment dire, le nombre dans la profession, je veux dire parmi les avocats, je ne sais pas s'ils ont les moyens, et puis simplement l'intelligence collective aussi qu'on peut avoir peut-être en tout cas dans certains pans de nos combats à nous, mais eux ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Ils ont des liens assez forts avec les médias qu'ils possèdent plus ou moins. Je redonne les priorités pour 2024 que tu as révélées. Il y a le baromètre dont on a parlé. On apprend qu'il y a déjà des partenariats qui sont noués. Il y a 10 médias qui ont été rencontrés, dont 2 risquent d'être partenaires probables, Marianne L'Express. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça. L'école des futures mères, on en a parlé, c'est beaucoup d'argent qui peut être investi comme ça sur un claquement de doigts. Les think tanks, tu en as parlé tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup de revenir. En fait, ils hésitent à en racheter
deux, enfin un des deux. Et alors c'est assez génial parce que le tableau qui définit les think tanks, il est monstrueusement méchant. Tu peux en parler? Oui, oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça fait partie du, comment dire, c'est des petits plaisirs au milieu de cette, effectivement, de ce projet très inquiétant. Il y a un petit plaisir, un des petits plaisirs qu'on peut avoir, c'est effectivement de voir les commentaires. Donc, en fait, leur projet, ils se posent la question dans Périclès, au moment de leur développement, à ce moment-là, de savoir s'ils vont créer leur propre think tank, enfin, créer un Ouais, ouais. ex nihilo, avec leur réseau, tout ça. Ils se sont dit, C'était leur projet ouais, visiblement au départ. Ils voulaient le faire en ouais. 2026. Puis là, ils se disent non, non, il faut accélérer. Donc, bah, faisons comme on sait faire. On rachète. Voilà, et c'est ça. Et du coup, ils examinent effectivement deux candidats potentiels au rachat sur lesquels lancer une forme de PA. Et c'est pas forcément très amical. Hein. C'est ça le paradoxe. En fait, je disais, on parlait du collectif Justicia, il est lancé avec l'Institut Thomas More. Et ben, l'Institut Thomas More, c'est un des deux think tanks qu'ils envisagent, sur lequel ils envisagent de prendre la main, de mettre la main. Et effectivement, du coup, donc l'Institut Thomas More, pour dire rapidement, c'est un truc assez installé quand même depuis longtemps, qui a été fondé par Charles Millon, qui est quand même une figure là aussi dans cette histoire de lien entre la droite Ouais. et le Front National. C'est quand même une figure importante, puisque c'est lui qui a quand même fait la première alliance au niveau d'une région. Dans les années Donc, 90, c'est ça? 80, ouais, voilà, ouais, c'est Ouais, ça. donc il y a longtemps. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà, ça fait un bout de temps, mais donc, euh, donc ils envisagent de racheter son think tank, mais ils disent donc qu'il y a quelques plus. Hein, ils ont un bon réseau de chercheurs, il y a une relation de confiance puisqu'ils collaborent ensemble sur Justicia, et c'est une marque, hein, puisqu'on parlait du business, donc c'est une marque respectée. En revanche, les moins, alors là c'est pas mal, c'est l'image est un peu poussiéreuse, c'est mal géré et il y a un gros passif financier, et l'équipe n'est pas stratège, j'adore, l'équipe n'est pas stratège, elle a peu d'influence, qui est un peu embêtant pour un think tank. Et dernière chose, ils veulent garder leur indépendance et ils sont méfiants car ils craignent notre approche hégémonique. Alors notre approche hégémonique, effectivement, c'est aussi une forme d'aveu. Je veux dire, la recherche de l'hégémonie, elle est chez ces gens, elle est partout. Donc là, qu'ils le disent au passage en parlant d'une petite opération comme ça, c'est assez rigolo. Et l'autre, L'autre, voilà. c'est celui de Charles Becbédé, donc le frère d'eux, hein, qui est Voilà. une personne lui aussi assez connue dans le milieu catho ultra-conservateur. Je ne sais pas où il a été au MEDEF, il a été à l'UMP, il a fini, je crois, à Reconquête, enfin il était proche de Reconquête, donc il a son propre think tank qu'il a fondé il y a une dizaine d'années, je pense, qui s'appelle la Fondation du Pont Neuf. Et là, bon, c'est vrai que c'est pas terrible parce que le think tank, son image est très attachée à celle de Charles Becbédé. Il n'est pas connu, il est peu connu. C'est une coquille vide. Oui, j'adorais. Et, C'est une coquille et, vide. voilà. Et donc, il faudra placer un directeur général à 100%. Quoi. Donc, ça embête un peu Périclès qui préférerait. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que ce passage-là est quand même, c'est assez. Enfin, ça montre quand même que c'est un milieu sans surprise finalement, mais de requins qui sont capables de se bouffer, y compris entre eux, quoi, même sur des trucs comme ça, quoi. Alors, il y a plein de questions du chat. Comme on avait dit qu'on se parlait une petite heure, je veux pas non plus te faire attendre trop. On retrouve la synthèse ici. Je le redis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. La synthèse. Notre projet découle d'un ensemble de valeurs clés, liberté, enracinement et identité, anthropologie chrétienne, etc., luttant contre les maux principaux de notre pays, socialisme, wokisme, islamisme, immigration. Pour servir et sauver la France, nous voulons permettre la victoire idéologique, électorale et politique. Pour cela, Périclès prévoit de déployer 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années via le financement ou la création de projets. Après, il y a la rétrospective et après, il y a les priorités que nous venons de décliner, l'école des futures maires, le think tank, le baromètre qu'ils appellent fact tank, qui est très orienté, et la réserve électorale. Tout ça, ça tombait tellement sous le sens que je ne l'ai pas précisé. C'est quand même une machine de guerre à la fois pour l'union des droites, mais
incarné surtout par le RN. Hein. Clairement, dans le document que tu révèles, on voit bien que l'idée, c'est d'amener la victoire idéologique, la victoire, pardon, électorale du RN. C'est clairement dit. Ah, ça y est. Voilà qu'Aluma, on a encore brouillé les pistes. Ça va. Ah, voilà. Si, c'est bon. Oui, ça marche, ouais, c'est bon. Ça marche. J'avais coupé mon micro, en fait. Non, en fait, oui, il y a effectivement un des éléments très importants du document, c'est que il y a un projet qui a déjà été, à l'époque où ce document est rédigé, c'est-à-dire qu'en fin septembre 2023, un projet a déjà été mené à bien, enfin il n'est pas terminé, mais il a déjà été validé, disons, c'est celui d'un conseil, enfin d'un traitement particulier au RN en vue des municipales de 2026, et avec l'objectif qui est là aussi écrit noir sur blanc, de faire gagner au RN plus de 300 villes en 2026, en donnant donc des conseils. Alors ça, bon, c'est déjà une question, enfin ça pose déjà des questions ça pourra poser des questions peut-être en matière de financement de la vie politique, mais donc ils disent que ce projet a été, le but c'est quand même d'examiner de manière statistique la situation politique d'une série de villes cibles. Hein, on regarde les résultats électoraux de Marine Le Pen, les résultats du RN au second tour des législatives. Enfin, on regarde un peu la couleur politique et l'ancienneté du maire, savoir s'il est en situation de fragilité ou pas. Et donc, ils sont manifestement en train de travailler à un projet en visant des villes particulières avec des candidats RN qui seront formés mieux que certains autres, sans doute. Et ce qui est dit dans ce document est du coup très important, c'est qu'il est écrit: le projet a été validé par la direction du parti, donc le RN, et l'état-major aux estivales 2023. Estivales 2023, c'est la rentrée politique du RN. Ouais. Donc ça avait été validé quelques semaines avant, et donc il y a la constitution d'une équipe par département pour valider les villes et identifier les candidats. Tout ça est dirigé par la direction générale du RN. Alors, il précise une petite chose dans cette page, c'est que ça ne rend pas le RN exclusif ou prioritaire pour la suite par rapport à d'autres partis, et qu'il faudra faire la même chose avec LR. Mais c'est quand même assez révélateur que le premier truc concret, enfin en tout cas, parce que le reste c'est de l'ordre du projet, c'est pas forcément abouti. Le premier truc qui a été validé d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est un conseil pour garantir des victoires électorales au RN, au municipal. Oui, voilà, c'était les questions qui étaient soulevées par le chat. Et est-ce que derrière les victoires des municipales, c'était question de Rennais, est-ce que les maires, c'est pour faciliter les signatures pour les présidentielles? Cela dit, le RN n'a plus de problème depuis très longtemps avec ça. Et Cyberoctopie, est-ce que les municipales, c'est pas pour jouer un rôle sur les futurs sénateurs? Est-ce que les maires font partie des grands électeurs? Il me semble que oui. Est-ce qu'il y aurait cette idée-là? Voilà que tu es figé. Voilà que tu es figé. Mon cher Thomas, tu es figé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ton téléphone chauffe. Aïe, aïe, aïe. Ça, il a coupé. Il a coupé. Les amis, c'est un stream impromptu. Hein. Vous savez que normalement, on est censé être en vacances. Mais quand j'ai vu ce scoop, je me suis dit, c'est quand même dingue. Thomas est en train de se reconnecter. On va lui reparler dans quelques instants. Et je trouvais que ça valait le coup de lui donner vraiment la parole. On a encore quelques minutes et je vous remonterai je vais lui remonter les questions qui viennent de vous. J'en profite pour vous remercier puisque malgré le fait que nous soyons en vacances, vous continuez à faire des dons pour Au Poste et merci infiniment car ça nous permet de conforter l'équipe puisque nous allons être rejoints par Thomas à la rentrée, qui sera alternant au poste, qui va pouvoir nous soulager, Eurial, Pauline et moi, qui va pouvoir apprendre son métier.
quelle drôle d'idée de venir au poste pour apprendre son métier. Mais bon, voilà. Non, non, signe-toi, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis plutôt crevé et heureux d'avoir déconnecté. Mais vraiment, cette enquête me semblait importante. Et je me disais, bah tiens, voilà, si on peut, pour info, ce que David appelle des vacances dans le monde réel, ça s'appelle un week-end. Et un week-end, ça s'appelle entre deux streams. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour vos soutiens. Je vais voir où est-ce que. Bon, alors, on attend que Thomas se reconnecte. Je pense qu'il avait un petit problème avec son ordi. On est en train aussi de faire plein de résumés de l'émission. Et là, je voudrais remercier toute l'équipe des rédacteurs, Émeric, Antoine, Céline, Pierre-Henri, Alex et Roland, notre rédacteur en chef. Je voudrais remercier toute l'équipe d'Opost qui a tenu cette année de main de maître cette espèce de radeau complètement dingue. Uriel évidemment, Pauline, Olivier, Nicolas, Robin. Certains sont dans le chat d'ailleurs et dorénavant Tommy, voilà, qui nous rejoint. Tommy, qui a 27 ans, qui avait fait une carrière de designer au départ et qui veut bifurquer vers le journalisme. Il entre, ouais, donne la papa, tu es là, salut Nicolas. Alors, tu veux que j'aille voir? Oui, oui, il y a des extraits du document de Serin dans l'article de l'Humanité, absolument, absolument. Je vais vous en montrer. En attendant, j'espère que Thomas va pouvoir se reconnecter parce qu'il y avait des très très bonnes questions du chat que je voulais lui poser. Non, une alternance de 2 ans, Mounine. Voilà, une alternance de 2 ans. Voilà. Bah, il vous en dira plus le moment venu et ça démarra en septembre. Voilà. Mais il fait des vignettes, etc. etc. Merci beaucoup, Chaussettes en bois. Bravo au poste, les 12 heures de prise de parole, les événements de République. On n'oublie pas. Bravo à tous et à toutes. Merci beaucoup. On a effectivement beaucoup donné. Vous voyez, il y a encore des cernes. Hein. J'arrive pas à m'en remettre. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait le Thomas? Attends, je vais voir il m'écrit par mail, peut-être. Que se passe-t-il? Attends. Hop. Non, ça c'est Stérin qui veut me voir. C'est pas bon, c'est pas ça. Pourquoi il veut me voir, lui? Voilà. Et tiens, petit sondage, Uriel, si tu es, je sais pas où est-ce que tu es là et comment tu modères, mais si tu peux faire un petit sondage pour savoir si les opposiens et les opposiens étaient au courant de ces révélations. Aïe, 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 attends, ça marche pas la connexion. Pourquoi elle marche pas la connexion? Attends, je vais peut-être regarder ici. Je suis navré. Je suis navré. Je vais voir si. Hop. Il n'a pas l'air de revenir. Mince. Attendez, je vais regarder dans les mails s'il y a tout hasard. Figure-toi, j'ai pas son téléphone. Toc. Non, je l'ai pas. Bon, on va attendre. On va attendre. Ah bon? Elle est chez Os le matin? Est-ce que ces révélations étaient reprises dans les médias, notamment à la télé? Ah bah, on posera la question. Ça a été bien repris par Le Monde, par Mediapart, par Libération. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux. Host en a parlé ce matin, voilà. Donc, oui. Alors, attendez, voilà un appel.
Bon alors, il n'y a pas de cam sur les ordi à Luma, donc il n'arrive pas à se reconnecter. Ah, c'était Thomas. Hein. Il n'arrive pas à se reconnecter, donc il va réessayer. Donc j'attends un peu. À propos de l'humanité, faut que je vous dise un truc. Logiquement, si tout va bien, la fête de l'Huma va refaire ce petit village de médias indépendants. On se voit demain pour en parler, qu'on avait tenu, aux 2 rassemblements Place de la République. Donc les 13, 14, 15 septembre, au poste sera à la fête de l'Huma. On fera des lives. On aura un petit stand si tout va bien. Donc si vous voulez réserver vos places, eh bien, pensez à venir nous voir. Ce sera le 13, le 14 et le 15 septembre. Il y aura Pauline, ça c'est sûr, moi-même, et puis je sais pas de l'équipe. Donc vous pouvez réserver dès maintenant. Salut Bolchegeek, tu vas bien? Vous pouvez réserver dès maintenant. Alors effectivement, avec Thomas, on a convenu que si ça marche pas avec la caméra, je ferai comme on l'a fait 2-3 fois, l'interview avec le téléphone, quoi. Voilà. Simplement pour poser les questions que vous aviez posées. Oui, voilà. Donc, j'ai pas vu le sondage. Je sais pas si c'était possible pour les uns et les autres, savoir si vous aviez entendu parler de ce scoop. Tout ça pour vous dire que pendant, alors effectivement, Fogiel a déménagé. Il est passé à M6. Euh, voilà, nous l'avions vu, nous avions regardé un certain nombre des auditions de la TNT. Oui, à 84%, super. Bah, super. Et est-ce que ça vous apprend des choses, là, l'émission, par rapport à... euh, ah, voici que... Voici que... Voici voici que Glodioman m'envoie un truc direct en cours. Le nouveau Front populaire s'est accordé sur un nom de candidat à Matignon, c'est Lucie Castex qui est proposée pour l'Alliance des gauches comme première ministre. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué lundi 22 juillet que les JO seraient un moment de trêve olympique et politique. Je crois qu'il doit parler. Tout à l'heure, Macron. Elle a fait le buzz dans l'émission C'est ce soir sur France 5 le 29 novembre 2022, laissant pantois Stanislas Guérini au sujet du recours au cabinet conseil. On a perdu 180 000 fonctionnaires d'État entre 2006 et 2018. Dans le même temps, le recours au cabinet de conseil explosé alors qu'il coûte trop cher et souvent ne sert à rien. A-t-elle asséné face au ministre de la fonction publique médusé? Lucie Castex, fonctionnaire de l'État en poste à la ville de Paris pour les questions budgétaires et financières, à l'amour du service public chevillé au corps, elle confond. C'est l'humain qui crie. Hein. Elle confond en avril 2021 avec une bande de copains le collectif Nos Services Publics, dont elle est l'une des porte-paroles. Il manquait une entité qui prenne la parole de l'intérieur pour mettre en lumière le dysfonctionnement et faire des propositions. Et ben voilà, vous voulez vraiment que Au Poste se transforme en... Ah, attends. Que Au Poste se transforme en chaîne d'infos, quoi. C'est pas possible. Au départ, c'était pas ça qui était prévu, les enfants. Ah non, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Attendez, je fais un petit reload hop, pour Thomas. Nos services publics. Dites donc, on avait bien eu le nez creux. On les a reçus lors de nos 12 heures à Césure. Vous vous rappelez, dans l'entre-deux tours, juste avant juste avant le premier tour. Je sais plus. Juste avant le premier ou le deuxième. Bon, l'open mic 28 juin, donc c'était le premier tour. Ouais. Merci Auriel, elle est trop forte. Auriel, elle est trop forte. Voilà, on avait reçu un autre porte-parole du collectif nos services publics. Voilà. Alors attendez, j'essaie de voir si Thomas peut se reconnecter. Si c'est pas le cas,
On fera ça au téléphone. Et donc vous disiez, oui, l'interview apporte du plus par rapport à l'article, nous dit Sorcière. Bah super, super. Euh, non, pas 5 heures avec Edoui, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, vous exagérez. En moins de 2 ans, l'association. Allez, je continue en attendant. Merci Olivier pour le lien. En attendant que Thomas puisse se reconnecter. En moins de 2 ans, l'association, née d'un cercle de réflexion, a suscité l'adhésion de près de 1000 agents publics. Un grand besoin s'exprime parce que le service public va très mal. Il ne s'agit plus d'une lente dégradation. On arrive à un point de rupture. On ne peut pas traiter le service public comme on traite une entreprise, lance Lucie Castetz. Le collectif réalise des enquêtes, intervient dans les médias, publie des rapports, dont celui sur l'externalisation qui a fait beaucoup de bruit. Actuellement, il met le paquet sur la réforme de retraite qui répond à une logique plus financière que de progrès social et qui aura un impact négatif de grande ampleur sur les services publics si les hypothèses... Ah voilà, Thomas me rappelle, on va le faire au téléphone. Allô? Ouais, David, Ça y est, tu es déjà en direct sur le téléphone. Voilà. Parfait. Ça te va? Oui, 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 mais je suis vraiment désolé de cet incident. Je Euh, ne comprends pas. tu vois, il faudrait prendre l'argent de ce terrain, je pense, hein, quand même. Oui, Faudrait, il n'y a aucun doute. faudrait vous équiper, hein. J'espère qu'il nous regarde et qu'il aura pitié de nous, de moi, Est-ce que, de est-ce que, l'humain. est-ce que tu ne crois pas qu'il nous regarde? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas, non, quand même. Non, pas lui, mais ses services. Ah oui, si, c'est possible, ça, oui, bien sûr, c'est possible. Alors, écoute, je vais te poser au débeauté un certain nombre de questions qui émanent du chat, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose à ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Sinon, j'attaque directement. Non, je crois On a fait le tour. on avait fait un bon tour, hein, je pense. Alors, Citadel, je te construirai, te demande, est-ce que il a toujours des fonctions opérationnelles au sein des Smartbox? Donc ces Smartbox, il faut rappeler que c'est ces coffrets cadeaux qui sont en vente notamment dans les grandes surfaces, dont le modèle économique tient sur le fait que une bonne partie des gens qui offrent ces cadeaux ne sont pas utilisés, donc tu achètes du vent, hein, en réalité. C'est aussi le fait que ça pressure les spas, les hôtels, les je sais pas quoi, etc. Et ça fait un peu de cavalerie financière, enfin ça fait de la haute finance puisque tu achètes le cadeau, le temps qu'il est utilisé, c'est de l'argent qui peut être qui peut servir à des investissements ici ou là. Est-ce que Sterling a toujours des parts là-dedans? Alors, bien sûr, oui, oui. Enfin, alors, des fonctions opérationnelles, je demandais d'abord, je ne pense pas. Euh, mais il est le propriétaire, enfin, c'est dans le portefeuille de Job Capital. Smartbox est dans le portefeuille de Job Capital. Donc, en fait, c'est à lui que ça appartient. Oui. D'accord. Roland nous demande, alors je vais m'éloigner parce que j'ai monté le micro pour qu'on t'entende mieux, te demande est-ce qu'il est pire idéologiquement que Bolloré? Et en fait, il y a beaucoup de questions autour de Bolloré, c'est-à-dire est-ce que ces deux s'entendent? Est-ce qu'ils peuvent se partager, le travail et les investissements? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, moi, je connais pas la nature précise de leur relation si elle existe. Enfin, je pense qu'ils doivent s'être croisés, se connaître. Je ne sais pas si c'est une relation soutenue, disons, ou pas. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je sais que par les échos qu'on a en interne Oui. dans cet environnement, disons, il y a ce terrain éprouve une admiration, nous dit-on, très, très vive, très forte, très forcenée à l'égard de Bolloré, qui est parfois, nous a-t-on rapporté, appelé Bolo, VB, en interne. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est pour dire, disons, une espèce, en tout cas, ça signifie une espèce de proximité, de sympathie affirmée. On sait que le rachat, notamment par Bolloré du JDD, nous a rapporté qu'il avait été
observé et admiré l'opération admirée dans les rangs de l'Action Capital et du Fonds du bien commun, notamment parce que, voilà, avec cette mobilisation d'une rédaction, enfin de la rédaction historique, du titre historique, il était finalement parvenu à, au fond, vider le journal de sa rédaction originelle pour la remplacer directement, certes en mettant les moyens, en payant les départs de tas de journalistes, mais voilà, ça avait quand même permis du coup de à la fois acheter une marque connue, relativement prestigieuse, enfin en tout cas une marque connue, et y placer des gens qui viennent là pour le coup totalement des titres les plus marqués à l'extrême droite qui existent dans le paysage. Donc bon, on sait que moi, voilà, nous, ce qu'on peut comprendre, en tout cas imaginer sans trop se tromper, c'est qu'il y a une forme oui, d'admiration de ce terrain pour Bolloré. Est-ce que c'est réciproque? Enfin, est-ce que ça se passe dans l'autre sens? C'est sûr que ils sont pas tout à fait au même niveau, je veux dire, de pouvoir et d'influence à ce stade. Bolloré a plus d'argent, il a plus de relais médiatiques. Après, ce terrain a quand même, il a peut-être moins d'argent, mais il est décidé à en donner plus. En fait, ça fait partie de sa décision. Il a décidé il a annoncé partout qu'il allait sacrifier sa propre fortune. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Il était prêt à sacrifier sa fortune pour les causes les causes qu'il déciderait. Donc, je sais pas. Au bout du compte, évidemment, ça fera de toute façon pas le compte. Mais voilà, il a une ambition quand même dévorante, on peut le dire comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, ces deux personnalités sont, sont intéressantes. Elles partagent par ailleurs, on peut imaginer qu'elles sont quand même marquées par les mêmes orientations politiques. Enfin, je veux dire, la place du christianisme, le catholicisme, une certaine forme de traditionnalisme, même si effectivement ce terrain récuse, quand on dit qu'il est traditionnaliste, il se pique de dire que le traditionnalisme catholique c'est un courant précis et que lui n'appartient pas à ce courant. Enfin, il y a des catholiques qui sont bien moins conservateurs et réactionnaires que lui. Donc bon, il faut aussi voilà, tenter de le qualifier dans le monde catholique, quand même lui dire qu'il est quand même assez, voilà, il est sur des valeurs très 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 réactionnaires. Donc voilà, je trouve effectivement la comparaison est tout à fait est pertinente. Il y a eu un épisode qui n'a pas abouti, mais où ce terrain, alors c'était avant qu'on commence à s'intéresser vraiment à lui, mais ça a peut-être servi aussi de déclencheur. C'est son nom est apparu dans le cadre de la vente d'Editis. Il a été candidat au rachat d'Editis, donc appartenant à Bolloré à l'époque. Il y a un an, je pense. Donc ça, c'était aussi peut-être une manière de filer un coup de main, enfin, je veux dire, en tout cas de participer, de montrer sa disponibilité dans ce camp-là. Metasonic te demande, ce projet vient d'être dévoilé, merci l'humanité. Par contre, j'ai l'impression que la classe politique de gauche ne s'en empare pas. Ce qui m'inquiète, c'est que ça incite à rester inactif et à ne pas prendre ça au sérieux, alors qu'il faudrait justement se mobiliser pour contrer ce projet. Est-ce que toi, tu as eu... Oui, voilà, moi j'ai travaillé, vous lirez peut-être, je vous invite de toute façon à lire l'Humanité, à vous abonner. Et effectivement, Absolument. demain, dans le Var, on a fait un peu le tour de quelques personnalités de gauche. On a aussi été sollicité des gens de droite qui pouvaient être, disons, approchés par ce terrain. Je disais tout à l'heure qu'ils ne se bousculent pas au portillon pour dire oui, je le connais, je fais partie de ce terrain, de Périclès, pardon. Mais bon, voilà, à droite. Et en revanche, à gauche, bon, on sent qu'il commence à y avoir un peu de. Enfin, on voit que les révélations ont eu un certain écho. Le problème, c'est peut-être aussi que l'actualité
politique pour la gauche rend un peu compliqué de se pencher maintenant peut-être sur ce type de projet, même si ça devrait être le cas. Mais disons que les gens peuvent être un peu occupés à discuter de savoir qui pourrait être un Premier ministre ou une Première ministre pour le nouveau Front populaire, ce genre de choses. Et j'ai entendu dire que c'était réglé d'ailleurs. Oui, tu sais quoi, vous avez les nouvelles. On a lu l'UMA en t'attendant qui annonçait voilà Oui, Lucie oui absolument alors on a des rigolos dans le chat du style Bolchegeek qui est donc chroniqueur chez vous qui dit abonnez-vous à l'UMA pour les scoops et une installation pour les duplex Twitch. Là tu sens le vidéaste là, tu vois, il est prêt à vous vendre un studio le gars. Je l'embrasse. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur que faire. Question léninienne s'il en est. Aline dit moi aussi j'aimerais bien savoir quoi faire en dehors des appels au boycott. Il y a Batswagon qui nous dit y a-t-il une résistance, un contre-projet d'hommes d'affaires entre guillemets humanistes face à ce projet et à d'autres? Là aussi, est-ce que depuis vendredi, ton téléphone a sonné pour essayer voilà, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit bah tiens, on va les contrer, on a plein de pognon, qui c'est qu'on doit financer et plus sérieusement, qu'est-ce que chaque citoyenne peut faire par rapport à un tel projet? Eh ben oui, ça c'est une question assez compliquée. Moi j'ai observé, alors moi on m'a pas contacté parce que je ne suis pas forcément non plus le pivot de ce genre de choses évidemment, mais j'ai observé que disons dans une mouvance un peu de centre gauche agitateur dans les ONG, dans des académies qui sont impliqués en fait pour, je sais pas, créer des leaders de gauche, ce genre de choses. Il y avait un petit peu de, qui peuvent être pour certains. Enfin, je pense à quelqu'un que j'avais fait parler au mois de janvier dans une autre enquête sur ce terrain, qui était de manière assez courageuse. Avait pris la parole en disant c'est pas possible qu'on continue de laisser ce terrain faire des choix aussi réactionnaires dans la philanthropie. Il faut que y compris les ONG, les associations qui peuvent, ou les grandes fondations, d'ailleurs des fondations, parce que ça ne s'adressait pas qu'à des mouvements de gauche, mais des grandes fondations qui œuvrent pour le bien public. On pourrait déjà reprendre l'idée de bien commun qui a été détournée, capturée par ce terrain dans un sens chrétien très marqué. Le bien commun, enfin pour nous, enfin je pense des gens comme nous à gauche, disons c'est autre chose le bien commun. Ben oui. C'est les services publics, enfin bon, c'est tout un tas de choses. On dit souvent que la formation est un bien commun. Bon, voilà, on sait que il y a déjà peut-être à récupérer le sens des mots, ne pas leur laisser des mots comme ça. Je trouve que le bien commun, pour commencer, il ne faudrait pas leur laisser, puisqu'on voit quand même que ce qu'ils préparent est très éloigné, en tout cas ce que nous, on peut considérer comme le bien commun. Mais donc, je disais, des gens qui essayent de s'organiser pour contrer, y compris sur le terrain de l'argent et de l'influence, etc., je n'en ai pas vu émerger jusque-là, enfin en tout cas, et je ne sais pas si ça peut exister, parce qu'en fait, voilà, c'est forcément, on n'a pas les mêmes, on n'a pas dans notre camp des gens qui ont des intérêts aussi puissants et du coup autant de capitaux et de capital à pouvoir consacrer à protéger soit leurs intérêts privés, soit leur lubie ou leur névrose conservatrice, disons. Donc voilà, moi j'ai rien vu émerger directement encore. D'accord. Je ne sais pas si ça émergera sur ce terrain-là. Moi je pense que là c'est aussi une question de nombre qu'on est, et face à ces quelques-uns, ces quelques milliardaires qui pourraient vouloir voilà, décider de tout, prendre le pouvoir, garder le pouvoir,
le pousser les feux vers les politiques les plus détestables en matière d'immigration, d'égalité, de solidarité. Bien sûr, bien sûr. Écoute, ultime question de Think Twice. Est-ce que Pierre-Édouard Stérin a des contacts avec Steve Bannon ou d'autres gens comme ça? Dans le document que tu révèles, dans le document interne, il est question de voyage en Hongrie, hein, de voyage d'études. Bon, alors c'est la Hongrie, mais est-ce que, par exemple, il y a des contacts avec des milliardaires réactionnaires américains ou d'autres pays? Alors, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de contacts de cet ordre-là. Voilà, j'avoue que ça fait évidemment partie des choses sur lesquelles j'aimerais travailler à l'avenir, pendant les prochaines semaines, pas simplement d'ailleurs autour de ce terrain, mais sur effectivement voir cette espèce d'alliance néoconservatrice se remettre en ordre de marche autour de Trump. Et voir comment elle se noue en France exactement. Je pense qu'il y a des foyers qui sont relativement proches de ce terrain, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont organisés par lui, quoi. Écoute, en tout cas, bravo pour ce scoop. Bravo à toi, bravo à l'UMA. Bien évidemment, si d'aventure il vous attaquait parce que vous auriez trahi le droit des affaires, la porte du poste vous est grande ouverte. Donc demain, si j'ai bien compris, on lit un peu la suite. Voilà. Merci. On est aussi allé poser la question à Arnaud Montebourg, en fait. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ça, vous lirez demain dans l'UMA. Un petit teaser, là. Un petit teaser. Voilà, non mais bon, il n'y a rien de... Et Arnaud Montebourg a des liens avec des liens industriels avec Stérin. Donc on est allé lui demander si ça ne le gênait pas. Vous lirez ses réponses demain. Oui, alors Stérin, il te dit d'ailleurs, vous savez, je finance pas que la droite, mais il pense à qui dans ces cas-là? En fait, il pense à la droite. Je crois qu'il dit, je finance pas que le RN. Ah oui, c'est ça. Mais je finance aussi la droite, parce que là, il parle pas d'Arnaud Montebourg. Hein, ouais, d'accord. Là-dessus, Arnaud Montebourg n'est pas dans le projet Périclès, évidemment. Non, bien sûr. Oui. Ça ne s'adresse pas à lui. Mais voilà, il y a les questions se posent et on les lui a posées et il nous répond. Alors, nous lirons, te dit DDO71. Je crois que quand on s'abonne à l'UMAL, il y a un prix d'appel en ce moment, il me semble. Ouais, Merci, c'était très intéressant. Bravo pour le taf, nous dit Aonim. Merci, te dit Think Twice. Merci, un grand bravo pour votre travail, te dit Roland. Il faudrait une cartographie des extrêmes droites, demande Think Twice. Quelqu'un lui répond, elle existe, elle est sur le site de la Horde. Un grand merci, bravo pour votre super boulot. Merci, bonne soirée, super boulot, merci de fou. J'ai hâte d'être à demain pour lire l'article, nous dit Pimico. Merci, on lit et on partage, nous dit Sorcière. Merci, te dit Paul. Merci beaucoup pour votre travail, etc., etc. Merci à toutes et à tous. Voilà. Merci pour ce live qui nous rappelle nos jeunes débuts d'Opost où ça terminait au téléphone. C'était parfait. Je suis désolé. Mais tout va bien. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à toutes et tous. Ça m'a fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'avoir été là. Eh ben, je t'en prie. À très vite. Voilà. À très bientôt. Bon courage et vous êtes les bienvenus. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Les amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est opost.fr. Attention, oui. Ça va être dans le clip. Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous au poste. J'encourage, faites un don à Au Poste. Ah non, c'est là la caméra. Adonnez-vous au poste, adonnez-vous au poste. Et faites des dons à Au Poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Au Poste. Il faut donner de l'argent pour que ça existe. Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Adonnez-vous. On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool. Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Au Poste. Abonnez-vous. Donnez plein d'argent. Il a raison, abonnez-vous Au Poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous. N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup. Opost.fr, y a pas mieux. Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste. Faut pas que c'est ça qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité. Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don? Oh, ouais, c'est vrai ça. Tout ça n'existe que grâce à vous parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci. Et abonnez-vous. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.